Salut la communauté Nets France et bienvenue pour cette nouvelle émission Nets et sans bavure consacrée à la loterie et au futur de la franchise avec la draft et la free agency. On va parler, la vidéo risque d'être un petit peu compliquée, mais je suis cette fois-ci accompagné de deux acolytes. Je suis accompagné de Nabil et William. Salut les gars. Salut, comment ça va? Ça va, ça va. Salut Batou, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, la nuit a été un peu frustrante, hein, pas la meilleure nuit qu'on a passée, mais bon écoute, on va essayer de garder le sourire malgré tout. C'est ce qu'on va dire. À, à qui Ah, le ça va, ça dis-tu? va. Merci d'ailleurs William d'accepter un nouveau 10-day contract pour cette émission. Avec Voilà plaisir. parce que malheureusement on embrasse Jam, hein, qui est actuellement entre Marseille et Brooklyn, ça commence à faire beaucoup pour lui, donc grosse force à tous nos fans de Brooklyn et de Marseille, hein, qui vivent pour vraiment la pire saison de leur vie. Voilà. Nabil, on pensait aussi pour toi bien évidemment. Ouais, merci. Merci de me le rappeler, c'est difficile. Ouais, il fallait en parler un petit peu, histoire d'expliquer. Jam va bien, mais c'est juste, il va avoir besoin d'un petit peu de temps pour revenir dans les émissions. Donc en attendant, on a quand même un petit trio, histoire de pouvoir discuter de ça. Donc je vous explique très rapidement pour ceux qui nous écoutent. Donc on va faire un petit sommaire assez rapide, c'est-à-dire qu'on va parler des résultats de la loterie, qui a été bien évidemment un gros coup de chance pour les Nets, et ensuite nous parlerons derrière des profils qui pourront un petit peu nous intéresser. Donc on parlera des profils entre 5 et 15. Voilà, après chacun parlera un petit peu des profils qui les intéressent le plus, et puis on finira avec une dernière partie de projection sur qu'est-ce qu'on espère voir de la part des Nets entre la draft et la free agency. Donc si vous êtes OK, on va partir du coup. En 1, nous avons les Wizards. En 2, le Utah Jazz. En 3, les Memphis Grizzlies. En 4, les Chicago Bulls. En 5, les Clippers de notre cher William. Et en 6, nous avons les Brooklyn Nets qui ont donc descendu de 3 places lors de cette loterie. Je vais d'abord donner la parole à Nabil. Qu'est-ce que ton premier ressenti sur sur ce choix de draft qu'on aura, qui est malheureusement en dessous de nos attentes? Ouais, exactement, bah, t'as tout dit, en dessous de nos attentes. C'est compliqué parce qu'on espérait vraiment avoir un meilleur choix. On était à égalité avec Washington et Indiana sur la position qui devait nous être favorable pour finir dans le top 4. Malheureusement, on est sur un top 6 et en pick 6, donc on verra ce que ça va donner, mais franchement, je suis relativement déçu. Ça fait 2 saisons qu'on souffre un peu, donc voilà. On va essayer de voir ce qu'on va avoir avec nos picks. Et William, toi, du coup, est-ce que je suis d'accord avec avec toi, avec Nabil, mais je donnerai mon avis juste après. Toi, William, qu'est-ce que tu en penses malheureusement, de cette loterie? Tu l'as dit, malheureusement, c'est pas ce qu'il vous fallait, ce qu'on souhaitait pour vous. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de talent dans cette draft. Malheureusement, sur des postes de garde, donc soit des postes 1, soit des postes 2, ce que vous avez déjà. Et c'est ça le problème principal, en fait. Après, rien ne dit que vous ne pouvez pas drafter un crack. Dans cette draft, elle est deep, elle est vraiment très bonne. Donc il y aura potentiellement un problème autour de la construction de l'effectif, mais rien ne nous dit que vous ne pouvez pas drafter un bon petit meneur ou autre, même si dans le top 10, à partir de la place 5, de 5 à 10, il y a beaucoup soit de meneurs, soit d'arrière, de combo. Donc voilà, il y a un petit problème en termes de construction d'effectifs, mais en fonction de ce que vous draftez, il peut aussi y avoir des ajustements derrière. Donc ce n'est pas une fin en soi. Ouais, c'est ça. Forcément, hier, on était vraiment déçus parce que sur le moment, forcément, à chaud, on a envie de tout casser, forcément, hein. Voilà, dans ces moments-là, c'est logique. Parce que vraiment, comme tu disais, c'est-à-dire que dans le top 3, on avait un petit peu, au même top 4, on avait un peu la possibilité de tomber sur un poste 3, 4, voire même 4, 5 avec Caleb Wilson. Malheureusement, comme tu le dis aussi, t'es quand même sixième. T'es pas, enfin voilà, je veux dire, on pouvait pas tomber plus bas que 7, mais on va dire qu'on s'en sort quand même pas trop mal. Quand je compare par exemple avec les Kings aussi, voire même les Pacers qui ont tout simplement perdu leur pick. Pour ton plus grand plaisir, William, je m'en doute. Mais du coup, ça fait que moi, je suis déçu parce que forcément, moi, je voulais vraiment un mec comme AJ. Je trouve que c'était vraiment, il avait vraiment le profil pour pouvoir, là, vraiment être à Brooklyn.
ce ne sera pas le cas, c'est pas grave. Ou alors, grosse surprise, mais ça ne sera pas le cas. Mais c'est pas grave. Donc, comme tu le dis, même si on recrute un autre guards, on sait que malheureusement, quand on est en reconstruction, il faut essayer de drafter au talent et donc essayer de voir quel est le meilleur joueur, enfin, en tout cas, quel est le profil où il y a le plus de potentiel. Et après, ce sera aux joueurs de prouver sur le terrain, quoi. Donc, on va espérer on va espérer en tout cas que le front office réussira à faire un bon choix à la draft. On croise les doigts, hein. Parce que cette draft vraiment elle est deep. Donc, si vous prenez un des mecs, on citera après. Vous pouvez toujours faire des ajustements derrière. C'est pas, voilà, c'est pas une fin en soi. C'est chiant, je m'en passe. Je comprends, c'est vraiment hyper chiant, hyper frustrant quand tu sais que tu as un top 3, voire un top 4 qui est assez prometteur. Donc je comprends votre frustration, ça y a pas de problème. Mais voilà, tout n'est pas figé, c'est pas terminé. Il y a encore du talent, donc voilà, c'est le message que je vais faire passer. Les mois après le tirage de Sean Marks, c'était Art Tutzel, hein. Donc clairement, il veut pas trop se précipiter. En gros, clairement, c'est quelque chose qui est dit comme une réflexion de voir qu'est-ce qui va être fait. Mais oui, comme tu l'as si bien dit, Batou, Edgy, ça aurait été un profil idéal pour nous, voire même un très très bon profil. Après, c'est vrai, comme le dit aussi William, cette QV est globalement très 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 élevée. Donc on peut avoir de très bonnes surprises. Mais c'est vrai par rapport au profil qu'on s'imagine et par rapport à notre franchise et par rapport à ce qu'on veut dans les 10 prochaines années, ouais, HD Masters, c'est vraiment quelque chose. Ouais, clairement. Vous n'avez pas eu de sang, faut souffler un bon coup, faut évacuer. Il y a des scénarios qui vont commencer. On savait que statistiquement, on avait 47% de tombées sur le pick 6. Hein. C'était quand même relativement élevé. Hein. Donc, en réalité, c'est un ressenti pour nous c'est une déception. Mais en réalité, on est pratiquement à ce que on avait comme position de chance à avoir. Donc, voilà, maintenant, c'est la faute à la séquence de décision depuis le trade de Michael Bridge pour moi. Après, voilà, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Ouais, après, comme tu le dis, c'est le vrai problème, c'est que, comme tu le dis, en fait, c'est que là, sur cette loterie, comme tu disais, c'était quasiment du 50-50. On avait 50% de chance d'être dans le top 4 et 50% de pas y être. C'est, enfin, quasiment, quoi, à quelques pourcentages près. Et après, je peux comprendre aussi quand, par exemple, Jam disait hier sur Twitter que, il avait retweeté quelque chose qui disait, le dernier match face à Washington que tu gagnes de 10 points, alors que clairement, c'est un match que tu dois perdre. C'est tout bête, hein, mais c'est typiquement ce qui te fait monter, enfin, ce qui te fait être troisième et pas deuxième, voire même premier, en parlant à l'inverse, hein, bien sûr. Mais et après, de toute façon, dans tous les cas, c'était comme l'année dernière avec les Sixers. On bat les Sixers, on est devant eux, ils ont le pick 3, on a le pick 8. Mais après, comme on dit, c'est la loterie, c'est le but, enfin, c'est le jeu, quoi. C'est comme un pari. Voilà. Ne jouez pas au paris sportif d'ailleurs, c'est pour ceux qui nous écoutent. Mais c'est compliqué de pas être frustré parce que tu sais que c'est malheureusement pas entre tes mains, quoi. Mais c'est justement d'ailleurs le fait de voir un petit peu cette loterie un petit peu avantagée et désavantagée d'autres. Ça donne envie aussi de dire aux dirigeants de la NBA d'éviter là, leur nouvelle réforme. Voilà, je vais dire les termes, désolé, mais bien pourris. Voilà. Leur nouvelle réforme qu'ils veulent proposer avec la loterie, voilà, qu'ils évitent parce que quand on voit déjà que c'est quand même déjà compliqué pour les équipes qui veulent tanker, qui veulent se reconstruire, d'avoir un bon pick. Washington, il leur a fallu 5 ans, quoi, quasiment, pour avoir un first pick, quoi. Donc flemme de me retrouver dans cette situation encore dans 5 ans. Nabil, tu voulais peut-être rajouter quelque chose avant qu'on finisse? Enfin, si on finit cette partie. Ouais, une dernière petite punchline pour nous. Hein. On est la seule franchise capable de tanker à 26 victoires et de rater une loterie en même temps. Donc, Parce qu'impossible n'est pas Brooklyn. Mais comme je dis, tu vois, en tant que supporter de Lorient, moi j'ai l'habitude d'être content d'une 9e place. Donc tu sais, moi, voilà, moi tu vois, ce que je te dis, c'est ce que on disait hier en privé sur WhatsApp. Je disais, bon, oui, je suis saoulé, mais bon. Voilà, c'est pas. J'ai l'habitude, voilà, de jouer le middle, voire le bas de classement, donc c'est pas très très grave, quoi. Mais bon, plus sérieusement, c'est juste que forcément c'est frustrant, mais je me dis que mieux vaut tomber en 6 sur cette draft-là que tomber en 6, par exemple, il y a 2 ans, par exemple, lors de la draft de Zach et Alexandre Sarr, où on voit que quand même, voilà, c'était quand même un peu plus compliqué. L'année dernière,
On a limite presque préféré être en 6. Mais comme je dis, on a quand même en tout cas comme une cuvée assez deep, comme tu l'as dit William, comme tu l'as dit Nabil. Donc, faudra juste maintenant avec le combine, les scouts de Brooklyn qui fassent le meilleur repérage possible pour, comme l'avait dit Jam aussi sur Twitter, qu'on drafte le meilleur talent et pas au fit. Surtout encore plus quand on est en reconstruction. Voilà. Donc, je pense qu'on a quand même fait à peu près le tour sur la loterie. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, malheureusement. On va juste espérer maintenant que, euh, que nos scouts fassent le travail. Et puis, on va passer tranquillement à la deuxième partie. Donc là, la deuxième partie, ça va être vraiment du profilage sur les joueurs qui vont être disponibles sur les ranges, on va dire 5 à 15. On va pas non plus trop plonger trop bas parce qu'on va pas se mentir que, à moins d'une grosse surprise, on risque de drafter quelqu'un qui là se situe dans les mock drafts entre 6 et 13, on va dire. Est-ce que, avant qu'on parle un petit peu plus en détail des profils, est-ce que vous déjà, si vous étiez dans le front office des Nets, est-ce que vous avez déjà des noms que vous allez regarder un peu plus en détail et des noms aussi que vous allez un peu exclure? Moi, il y en a un qui m'intéresse beaucoup pour vous, c'est Darius Akuf. Gros fan du joueur. Il y a encore beaucoup de déchets dans son jeu, de choses qu'il peut améliorer. Mais j'aime beaucoup le joueur, gros talent, gros scoreur. Défensivement, c'est encore un petit peu compliqué, c'est là où il pêche encore un petit peu. Mais je trouve qu'il a un profil offensif qui est très varié. Il peut faire énormément de choses. Et en termes de potentiel pur, pour moi, c'est celui qu'on a le plus gros potentiel, en fait, à l'extérieur du top 4. Encore une fois, le problème, c'est que vous avez votre tandem Nolan Traoré et Igor Demin qui est présent. Donc, ça chamboulerait un petit peu ce que vous aviez prévu, je pense. Mais pour moi, en termes de talent hors top 4, c'est celui qui a le plus gros potentiel, selon moi. Alors, moi, de mon point de vue, sincèrement, moi, c'est Caleb Wilson qui m'intéresse par rapport à notre pick. J'aimerais beaucoup, parce que pour moi, c'est un profil qui répond réellement à notre besoin. Pour moi, c'est un profil qui va être intéressant, parce que quoi qu'il arrive, je suis d'accord avec William, hein, ce qu'il vient de dire, c'est tout à fait vrai. Darius Akuf, on aimerait l'avoir. Le problème, c'est que tu vas sacrifier quelqu'un, c'est sûr. Parce qu'il faut lui laisser de la place. Et je vois malheureusement Nolan Traoré se faire sortir sur ce genre de choses parce qu'il a encore une valeur pour potentiellement le proposer. Mais ouais, j'ai envie de donner sa chance, moi, à Nolan. Comme je l'ai dit, il est français. J'aimerais bien qu'on puisse le faire aider à se développer chez nous. Et donc, ouais, pour moi, Caleb Wilson, ça serait le choix le plus approprié. Euh, Si on n'arrive pas à l'avoir, pour moi, il faut aller sur Nate Hammonds. Voilà, ça c'est mon avis. Après, sinon, je vois pas d'autres, j'en vois pas d'autres. Ok, alors déjà je rebondis rapidement sur ce qu'a dit William. Darius, c'est un peu le choix de Jam aussi. Il en a beaucoup parlé là hier et même sur les derniers mois quand on faisait un peu de scouting, de notre scouting à nous, hein, bien sûr. Et il disait justement que c'était le profil un petit peu hors top 4 qui vraiment sortait du lot. Alors oui, c'est pas aussi complet des deux côtés du terrain que les quatre autres monstres là, clairement. Mais par contre, oui, d'un côté du terrain, c'est déjà quasiment élite, quoi. Donc, en fait, après, derrière, moi, ce qui me dérange un peu plus avec lui, c'est vraiment le côté défensif, parce que je me dis que si tu restes si on reste avec un effectif à peu près similaire, je trouve que en fait, hormis Nolan et Claxton, avec Clowney qui est jamais trop régulier, parce qu'en gros, ça voudrait dire que tu n'as que deux mecs vraiment un peu défensifs sur ton 5 majeur de départ. Encore une fois, voilà, on est sur de l'imaginaire pour l'instant, mais moi, ça me déplairait. En fait, je préfère en fait avoir un truc Nolan et Igor, où tu sais que même si Igor, c'est pas le plus gros défenseur, il a quand même certaines bases, et le fait qu'il soit long, assez grand, ça fait qu'aussi on va dire que ça, des gens qui sont un peu plus dérangés par le fait de l'attaquer. Alors que Darius, c'est 1m90 pour 85 kilos, hein.
C'est vraiment très. Ça veut dire qu'en fait, lui, il peut vraiment jouer que vraiment un, quoi. Ça fait qu'un an qu'on a Ben, qu'on a Nolan, qu'on a Igor. Est-ce qu'ils ne mériteraient pas d'avoir encore une petite chance de pouvoir se montrer et de voir qu'ils ont vraiment le niveau pour pouvoir être titulaires. Après, par contre, et oui, pour revenir aussi sur ce que disait Nabil, malheureusement, Wilson, il sera drafté en 3 ou en 4, hein. Mais il passera jamais le pick 5, malheureusement. Ouais, William? Il y a des rumeurs qu'il annonce potentiellement en tant que 2 aussi. Bah oui, c'est genre, c'est bien ce que tu disais, hein, c'est clairement. Le truc avec Caleb Wilson, c'est que je pense que pour vous, malheureusement, c'est trop haut, en fait. C'est le problème principal, en fait. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une place dans le top 4 vous aurez garanti au moins un des 4 qu'on a mentionné avec Dibansa, Darren Peterson, Cam Boozer et Wilson. Mais le problème, c'est que vous êtes 6 et juste il sera En fait, plus si tu là. trade up, ça peut marcher, mais il faut voir ce que tu proposes. C'est ça, il faut aller voir du côté du Jazz, parce qu'ils ont un effectif très intéressant, avec le trade de Jaren Jackson Jr. Tu as déjà beaucoup de talent, mais pour moi, en fait, Caleb Wilson, il sera déjà pris en 4, en fait, il sera plus là. Mais c'est vrai que sur les profils et sur les mock drafts, Caleb Wilson sort jamais du top 4. En fait, tu as vraiment 4 mecs qui sont vraiment. T'as 4 mecs qui sortent vraiment du lot. Et ensuite, tu as les places 5 à 10 où c'est vraiment. Où là, par contre, c'est très serré. Ça reste, il y a beaucoup de talent. Mais comme disait William, malheureusement, tu restes tu restes beaucoup sur du guards. Tu as, comme tu l'as bien dit, moi je vais en parler un petit peu, d'ailleurs, Nabil, de Nate Ament, parce que pour moi, c'est un joueur, justement, c'est le type de profil qui pourrait aussi nous plaire. Après, j'ai pu en discuter un petit peu avec des gens sur les réseaux hier soir et cette nuit aussi, où justement certains me disaient que le profil, certes, était intéressant, mais qu'il est quand même assez frêle, que offensivement, alors oui, c'est bon, mais c'est pas non plus, on va dire, un joueur qui est très régulier et surtout qui peut vraiment pénétrer. C'est un joueur qui joue beaucoup au mi-distance, qui a un très bon handle, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Défensivement, ça reste toujours un peu léger. Mais par contre, en termes de profil, il est grand, il est long, il est longiligne, il a l'air d'être assez athlétique. Après, c'est vrai qu'il est quand même assez skinny. Et que pour un poste 3-4, en fait, il me fait penser un peu dans le profil. Il y en a un qui m'a fait penser à ça, qui m'a dit ça le fait penser un petit peu à Zachary Zaché dans le profil physique. Mais par contre, avec la différence que Zachary est bien meilleur offensivement, en tout cas sur le talent pur, quoi. Après, on voit bien qu'en ce moment, c'est compliqué pour Zachary. N'hésite pas à venir si tu veux. Il y a toujours une petite place pour toi. Mais voilà. Mais en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi que Nate Amen, ça pourrait être intéressant. Par contre, je suis d'accord avec ceux qui disent que c'est peut-être un peu haut de le drafter en 6. C'est un risque. Après, on a bien drafté Demin en 8 l'année dernière, alors qu'il était projeté plutôt aux alentours de la place plutôt 15. Donc pourquoi pas tenter le coup. Moi, je sais que c'est un profil, en tout cas, Nate Amen, qui me plaît pas trop mal. Et sinon, dans un profil un peu différent, j'ai aussi Michael Brown Jr., que j'aime beaucoup, que j'aimerais beaucoup, potentiellement, que j'aimerais bien qu'on draft. C'est plutôt que Darius Akef. Moi, je sais que Keaton Wagler et Michael Brown Jr. sont plutôt deux profils qui m'intéressent un peu plus, parce que plutôt combo guard, plutôt peut jouer aussi bien sans ballon qu'avec ballon. Donc ça veut dire peut aussi bien jouer avec à côté d'un poste 1, d'un poste 2. Moi, ce sont plutôt des profils qui m'intéressent. Moi, je sais que Wagler, tout le monde n'est pas fan du profil. Moi, je sais que c'est un joueur que si on me demandait qui je drafterais en 6, ce serait plutôt lui. J'aime beaucoup sa saison qu'il a fait à Illinois. Et je trouve qu'au niveau fit, c'est celui qui marche le mieux dans la catégorie des guards, quoi. Donc, je sais pas vous ce que vous en pensez, Nabil, si tu veux rebondir là-dessus. Et William, après, En tu fait, pourras. sur ce profil, j'y pensais, mais c'est quand même pas mal blessé. Et il a une vraie récurrente au niveau de ses problématiques de dos. Donc c'est ça qui me fait un peu peur pour Michael Brown. Je suis en phase avec toi sur Nathan Mann sur le fait est que c'est un profil qui manque physiquement cruellement, mais il a un QI basket incroyable. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence, sachant que son développement physique, on peut l'aider à le travailler. De toute façon, si tu décides de prendre un Nathan Mann,
tu vises 3 ans, hein, je te le dis cash, hein, tu peux pas, voilà, sur la première année, c'est impossible, mais il faut le développer physiquement parce qu'il a vraiment quelque chose d'intéressant. Et après, je pense qu'il peut glisser malheureusement sur des pics beaucoup plus loin. Mais pour moi, voilà, Night Hammond, c'est un profil intéressant. Michael Brown, j'ai peur par rapport à ses récurrences de blessures au dos qui peuvent continuer, sauf si on arrive à l'endurcir là-dessus. Mais voilà, j'ai pas. En fait, le problème, c'est que c'est des profils, comme je t'ai dit, qui se rapprochent beaucoup de ce qu'on a déjà. C'est pour ça que ça me dérange en fait de prendre des profils qui sont similaires à ce qu'on a et on n'a pas suffisamment laissé de temps à nos jeunes joueurs de se développer. Donc c'est pour ça que je chercherai pas à prendre des meneurs aujourd'hui, en tout cas dans notre développement. Pour moi, notamment, il a annoncé entre les places de ce que je vois 7 et 13, 7 et 14 à peu près. Je suis pas particulièrement fan, à vrai dire. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de déchets et il y a encore beaucoup plus de talent au-dessus, même si ça reste des postes 1 et 2. On est d'accord, c'est pas l'idéal. Mais je trouve que l'avoir en 6, c'est peut-être un peu haut, honnêtement. Ouais, mais de toute façon, la plupart des gens me disent ça. Enfin, même là, tu vois, quand je proposais le profil, beaucoup me disaient même pourquoi il a pas fait même une deuxième saison, tu vois, universitaire pour essayer peut-être un peu de se développer. Est-ce que tu penses ça aussi? En sachant que l'année prochaine, la draft est annoncée comme moins forte, je pense que ça aurait été pas mal. Il est encore jeune, il a quoi? Il a 19 ans, c'est ça? De mémoire, il a 19 ans, donc c'est peut-être un peu tôt, mais pour moi aussi, c'est un peu trop. Et il y a quelqu'un dont on n'a pas encore parlé, c'est Braden Boris, qui Oui, oui, est, oui. à mon sens, plus un produit fini qui serait plus NBA ready que d'autres. Qui a peut-être moins de potentiel qu'un Darius Saffield ou par exemple un Kingston Fleming dont on n'a pas encore parlé. Mais pour moi, en fait, ouais, Braden Boris, il est très complet, il peut faire beaucoup de choses. Défensivement, c'est vraiment très solide. Donc c'est 6'4 et 2'5 en termes de poids, donc c'est un bon petit 1m93 pour 90 kg, donc c'est plutôt pas mal pour un combo. Et en termes de pourcentage et tout, on est sur quelque chose de vraiment très propre. Là, sur la saison universitaire, il était à 49% au tir, 39% à 3 points, et là, on se franc 80%, en sachant que les volumes sont assez solides. Donc, pour moi, c'est un profil de joueur qui serait plus NBA ready maintenant. En termes de potentiel, c'est un plafond qui est un peu moins élevé, je pense. Mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, en fait. Juste Nabil, juste après je te donne la parole pour parce que William, comme William n'est pas sur Twitter, Jam a posté un Jam a posté un sondage, je crois que c'était cette nuit, pour savoir que en gros pour faire un petit sondage sur les 4 profils un peu de guards qui ressortent un peu entre les places 5 et 10, on va dire. Il a pris Darius, Mikal, Kingston Flemings et Wagler, du coup. Et là, sur une quarantaine de votes, c'est Darius et Mikal qui ressortent plutôt en tête. Et ensuite, derrière, on a Kingston et Keaton, qui sont un petit peu. Après, on est sur une quarantaine de votes, donc voilà. Et ça se joue à pas grand-chose. Mais je suis plutôt d'accord avec toi. Après, moi, je sais que Flemings, je suis pas trop fan du profil, pour être honnête. C'est pas le profil qui me plaît le plus. Alors après, parce que en ayant bien fait mon travail, normalement, j'ai pu noter quelque chose sur le bonhomme. En effet, comme tu dis, moi, j'avais noté que c'était quand même un très bon scoreur qui s'est très bien distribué, mais je trouve qu'il y a un petit peu surtout un petit peu de problème au niveau déjà de la compatibilité. Je trouve, contrairement aux autres guards, je trouve que lui, il aura vraiment besoin d'être sur un poste 1, vraiment. Et comme on dit, et comme en fait ça revient à ce qu'on disait encore une fois, c'est le fait qu'on ait drafté vraiment 2 meneurs, ça me dérange un petit peu plus. Pour ça que je partirais plus, moi, par exemple, sur un Wagler. Et comme tu l'as dit, un mec comme Ament. En fait, ça se tente, mais j'entends en fait depuis hier toutes les craintes qu'ont les gens concernant aussi bien son physique, le fait qu'il soit déjà prêt pour la NBA. Ce serait bête de vouloir reach quelqu'un pour derrière en fait se rendre compte qu'on aurait pu drafter un guards avec beaucoup plus de potentiel. Ouais, je vous rejoins sur pas mal de choses. Dans
Dans un monde idéal, bien sûr qu'on voudrait avoir certains profils, mais ça voudrait dire qu'il faut en sortir quelques-uns et de ce qu'on a aujourd'hui chez nous. Pour moi, celui effectivement qui est une cible, même si on l'aime pas, moi c'est Kingston Fleming. En réalité, c'est celui qui se rapprocherait le plus pour nous parce que défensivement, ça reste c'est l'un des meilleurs défensifs sur la partie meneur, un joueur qui est capable de se projeter très rapidement. Il y a des choses à corriger, mais en faisant ça, tu es sûr et certain que les joueurs que tu as pris l'année dernière, tu vas les faire sauter. Enfin, je veux dire, il y a pas photo en fait, parce que tu pourras pas faire de rotation pour donner du temps à certains de ces joueurs-là que tu vas prendre. Donc forcément, oui, ça me dérange de prendre des profils qui vont cannibaliser d'autres chez nous qu'on est en train de développer. Bryden Burries, pareil, tu vois, je le trouve pas trop mal. C'est une solide option. Il est bon. Par contre, tu vois, le truc, moi, c'est qu'il a pas beaucoup montré euh, sur le playmaking pur. Et le truc, c'est que il a été bon, ok, sur le Final Four, il les a qualifiés. Il est bon sur les gros matchs, mais en termes de régularité, je le trouve encore un peu light. Il est pas mauvais, vraiment. En fait, c'est compliqué parce que tu as vraiment de très bons profils cette année et de se projeter pour dire que dans 3 4 ans, il faut que c'est un de nos joueurs qui va être pris là, plus celui de l'année dernière, puisse faire quelque chose d'intéressant. Il faut vraiment trouver la bonne combinaison et c'est là où ça va être compliqué. C'est vraiment ça si tu veux vraiment travailler sur l'avenir en prenant 2 3 futurs et en les recouvrant derrière avec ce qu'on a s'est dit nous personnellement Batou. Donc à voir. Mais ouais, je suis en phase avec tout ce que vous avez dit jusqu'à présent. C'est une bonne analyse sur la plupart des prospects. William, si tu veux rebondir avant qu'on passe à la dernière partie. Je te rejoins, Nabil, sur Bryden Burries. Un truc que j'ai pas mentionné forcément, c'est que il va avoir 21 ans dans 5 mois, il me semble. Donc ça sera début de saison prochaine, il aura déjà 21 ans. Donc c'est ce que je disais aussi un peu tout à l'heure, c'est un profil plus NBA ready maintenant, mais t'as beaucoup de potentiel en moins comparé à un Darius Akuf, un Kingston Flemings ou un Keaton Wagler par exemple. Donc je te rejoins là-dessus. Il y a aussi un manque de régularité. Après le talent, pour aller du basket, le talent clairement il est présent, mais il est peut-être un peu en dessous comparé à certains, c'est sûr. On est à peu près d'accord là-dessus. Moi, ce que j'avais noté sur Burries, tu me diras ce que tu en penses. J'avais dit gros scoreur, capable de scorer de tous les niveaux, vrai sens du jeu, bonne lecture en défense, peut créer pour lui, avec un jeu très polyvalent, mais a du mal un peu à créer pour les autres. Manque un peu d'explosivité et de puissance pour faire la différence. Je disais, comme tu l'avais dit aussi, tir extérieur pour moi qui restait irrégulier et impact défensif global un peu limité. Comme je disais aussi, c'est encore assez et trop dépendant de son scoring pour, on va dire, exister dans un match. Contrairement, par exemple, à des profils comme tu le disais, moi j'aimais beaucoup le profil de... attendez, est-ce que je remets dans mes notes, excusez-moi. Mais par exemple, justement, de Wagler, qui a un peu plus un profil, un peu plus de créateur, entre guillemets, que Burries. Donc... de toute façon, ça va nous faire un peu la transition sur la dernière partie. C'est de savoir justement ce que les Nets doivent faire pour cet été. La draft est dans 43 jours, si je ne dis pas de bêtises. Ce sera normalement fin juin. J'ai plus la date en tête, mais de toute façon, je vous l'afficherai. Là, je vais vous l'afficher à l'écran. Merci les joies du montage. Donc, mais voilà. Mais en tout cas, il y a une quarantaine de jours. Il y a le combine qui va arriver. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vais laisser William plutôt parler du combine un petit peu. Voilà, on va laisser les experts parler d'expertise. Et ensuite, derrière, comme ça, on saura. Alors moi, ce que j'avais noté du coup pour la dernière partie, c'était de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Parce que forcément, on a entendu de tout et de rien. On a vu aussi que, par exemple, AJ n'était pas très très content à l'idée que Washington soit en première place. On l'a bien senti aussi dans les interviews que c'était pas ce qu'il espérait. En même temps, vu le joueur, je peux comprendre, mais bon, il y a quand même une belle équipe qui a l'air de se mettre en place à Washington. Donc bon, moi ce que j'ai noté sur les possibilités qu'on pouvait, c'était est-ce qu'on garde le pic qu'on a, on ne bouge rien et on draft en 6 le meilleur talent? Est-ce qu'on transfère notre pic pour essayer de monter de quelques places, monter par exemple potentiellement en 4 et comme tu disais Nabil, potentiellement récupérer Caleb Wilson, mais ça voudrait dire qu'est-ce qu'on mettrait dans le package, ou descendre pour essayer de récupérer par exemple le pic d'Atlanta,
et essayer de faire un petit échange avec eux. On pourrait essayer de récupérer, par exemple, un autre ailier français. Ou est-ce que on give up complètement la reconstruction, comme j'ai pu voir aussi, comme j'ai pu le lire, et en fait, One Life, on essaie de récupérer Ja Morant ou Giannis ou les deux, et en fait, et on essaie de monter une équipe qui peut être compétitive de l'année prochaine. Je le précise, je ne suis pas pour la dernière option, mais voilà. Mais je vais juste laisser la parole à William pour qu'il explique un petit peu ce qui va se passer là entre jusqu'à la draft concernant les futurs rookies. Donc la draft combine, ça se passe à Chicago, ça a commencé hier du coup, c'est du 10 au 17 mai. Comment expliquer ça? C'est un événement qui réunit tous les prospects classés de 1 à 60 et même derrière, qui sont inscrits à la draft. Donc ça regroupe beaucoup de monde. Toutes les franchises sont présentes avec les recruteurs, les scouts et toutes les équipes d'encadrement. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'ateliers. Il y a des ateliers de matchs purs, du 3 contre 3, du 5 contre 5. Il y a des ateliers physiques avec des exercices physiques, des exercices de tir, des exercices de passe, des exercices de défense. Les exercices physiques, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous avez l'exercice de détente, donc en gros c'est tout con. Vous avez aussi le wingspan, donc c'est la largeur des bras qui détermine un petit peu plus ce que le joueur peut faire. Vous avez aussi l'exercice de course. Donc ça, Nabil, je pense que tu dois connaître un petit peu vu que tu es coach. Et en gros, c'est des exercices de course où un joueur va d'un point A à un point B en allant vers l'avant, d'un point B à un point C en allant de la gauche à la droite, et d'un point C à un point D en reculant. Et il fait ça en fait de tous les côtés du terrain, sur les 4 coins du terrain. Et ça permet de déterminer en fait la rapidité du joueur en mouvement en fait. Et c'est ce genre d'exercices qui sont présents au draft combine. Et vous avez aussi quelque chose qui est très important, qui est capital pour ce genre d'événement, c'est les entretiens. Juste pour déterminer la mentalité du joueur, son aptitude, s'il est assez mature, si ça peut être un leader d'équipe. Par exemple, pour un joueur comme Caleb Wilson qui a annoncé potentiellement en 4, pour lui, ça peut être quelque chose qui peut le faire vraiment monter dans la draft, parce que beaucoup de scouts et de recruteurs le jugent, et ça c'est très intéressant, comme un vrai relais entre le coaching staff et le terrain. Donc ça c'est vraiment pour lui quelque chose de très intéressant, et on a déjà vu des joueurs qui ont down à cause de ça en fait. Parce qu'un manque de maturité, un manque de leadership, ou plein d'autres choses. Donc voilà, ça a commencé hier, c'est du 10 mai du coup au 17 mai, ça dure une semaine, c'est à Chicago, et ça déterminera tout ce qui va suivre, et la draft c'est le 24 juin. Ça commence le 24 juin, et du coup c'est sur 2 journées, le premier tour le 24 juin et le deuxième tour le 25. Eh ben merci William pour ces explications. En plus, je t'ai un peu jeté comme ça sous le train sans te donner d'explication quoi. Mais grosso modo, ça a été très bien expliqué. Voilà, comme pour ceux qui se poseraient des questions, c'est vraiment le but, c'est vraiment d'essayer de voir comment réagissent les joueurs au-delà en fait du terrain. Ça va être intéressant et je vais essayer de suivre ça un petit peu. Dans tous les cas, on va essayer de vous faire des petits résumés de ce qui ressort en tout cas de ces journées de draft combine. Et puis derrière, comme ça, on va pouvoir passer vraiment sur la dernière partie et voir du coup qu'est-ce que les Nets doivent faire à partir de cette draft. Donc toi, William, avec ce qu'on a pu évoquer là juste avant sur les profils, sur du coup notre place à la draft, qu'est-ce que tu ferais si tu étais Brooklyn? Est-ce que tu essaierais de simplement drafter en 6 le meilleur talent? Est-ce que tu essayes d'essayer de reach quelqu'un, comme on disait, comme un parce qu'on n'a pas parlé de Coapit aussi, qui est un petit peu vu un petit peu plus bas, ou même pour un Eight-Ament, ou est-ce que tu essayes de descendre en essayant de récupérer des assets? Qu'est-ce que tu imagines, toi, pour les Nets? Moi, j'essaierai de monter. Pour moi, il y a une franchise qui m'intrigue personnellement. Et ça, c'est vraiment très personnel, c'est le Jazz. Le Jazz, je sais vraiment pas du tout ce qu'ils vont faire. Il y a des chances pour qu'ils draftent Darren Peterson. Parce qu'en termes de fit et de ce qu'ils ont déjà, en termes de talent, c'est ce qui colle le mieux, clairement. Et c'est un talent incroyable.
Il y a eu quelques interrogations cette saison autour de lui par rapport à des crampes qu'il a eu et qui l'ont éloigné des terrains. C'est des petites inquiétudes qu'on a. Après, le talent est là et hier soir, en marge de la loterie, il a expliqué que avec les médecins et son équipe autour de lui, ils avaient trouvé des raisons qui expliquaient ces crampes-là. Donc, je pense que les scouts ont plutôt bien réagi et ça a permis de calmer un petit peu les petites les interrogations, pardon, les inquiétudes qu'il pouvait y avoir autour de lui. Mais le Jazz, t'as vraiment une talent qui est un petit peu décalée avec Lauri Markkanen et le trade de Jaren Jackson Jr. Donc tu as le secteur intérieur qui est vraiment compact, en plus du possible renouvellement de contrat de Walker Kessler. Mais d'un autre côté, t'as vraiment énormément de talent. Keontae George, S. Bailey, Cody Williams, Kyle Filipowski, Isaiah Coley, c'est à peu près ce qu'ils ont. Donc pour moi, c'est quelque chose à faire en fait en termes de draft et de possible montée. Il faut voir que le Jazz, parce qu'ils ont beaucoup de talent. Et est-ce qu'ils vont drafter en 2? Est-ce qu'ils veulent drafter en 2? Est-ce qu'ils veulent être contender pour la suite? En fait, c'est la question que je me pose. Et si vous pouvez monter, faut monter clairement. Cependant, encore une fois, c'est une QV qui est vraiment très forte. Est-ce que prendre le risque, tu vois, en fait, c'est ça, parce qu'en fait, c'est intéressant en soi de monter. Moi, je vois en soi, je comprends l'idée, mais je me dis, en fait, parce que franchement, si tu te mets à la place du Jazz, si Brooklyn toque à ta porte pour te dire, ouais, finalement, votre pick là, votre pick 2, il m'intéresse un petit peu. Est-ce que tu te retrouves pas, parce qu'il faut pas oublier, comme on dit, on n'a pas notre pick l'année prochaine. Donc, qu'est-ce que tu dois faire en fait? Par exemple, est-ce que toi, par exemple, t'aurais une idée un peu potentiellement d'un trade que tu ferais entre le pick 2 et le pick 6? Parce que forcément, tu peux pas faire juste pick 2, pick 6. Par contre, qu'est-ce que tu enverrais du côté de Brooklyn à Utah et inversement potentiellement? Côté Brooklyn, tu envoies un jeune talent, le Plexis, et potentiellement alors j'allais dire un vétéran. Vous n'avez pas énormément de vétérans, mais un mec qui a un peu d'expérience, type Noah Clowney ou j'allais dire Michael Porter Jr. Je pense pas que le Jazz soit intéressant, Michael Porter Jr. Mais le problème, en l'occurrence, c'est pas l'expérience, c'est plus le talent. Et j'adore Terrence Mann. Ça, y a pas de problème là-dessus. Fan des Clippers, donc moi, j'adore Terrence Mann, mais c'est plus en termes de talent pur. Faut quelque chose qui pète, en fait. Et pour moi, le truc, en fait, c'est que si tu veux monter, t'es obligé de sacrifier soit un Nolan Traoré, soit un Igor Demine. Pour moi, ça doit passer par là, en tout cas. Pour un pick 2, avec ce niveau de talent dans cette draft, tu dois lâcher du concret, tu dois lâcher du potentiel pour intéresser le Jazz. Un Michael Porter Jr., bon, on le connaît, on sait que défensivement c'est compliqué, qu'offensivement quand il est chaud, c'est très compliqué de l'arrêter. Mais c'est pas suffisant en fait. À ce niveau-là, il faut vraiment lâcher un potentiel, un bon potentiel au minimum. Et encore faut-il que le Jazz puisse accepter ça. Après, je suis pas fan du Jazz et tout. Moi, je suis de loin. Mais pour moi, dans le top 4, en tout cas, c'est la franchise qui me semble, en termes de ce qu'ils ont déjà, c'est la franchise qu'il faudrait appeler. Bah moi ouais. Bah, non mais je comprends totalement l'envie. Non, excuse-moi, j'allais dire, mais je comprends totalement l'envie de monter. En fait, moi je suis pas trop pour, parce que je pense que ça peut plus nous porter préjudice qu'autre chose. En fait, moi je serais même plutôt d'avis en fait à me dire, bah quitte à être descendu en 6, moi alors je sais que encore une fois là on est vraiment sur des hypothèses, ça se trouve voilà dans comme pour la vidéo précédente, ça se trouve voilà dans 3 semaines ça ne sera plus d'actu, mais je sais que moi par exemple je suis très intéressé en fait, parce que par rapport à ce que peuvent proposer les Hawks qui sont, je vais le redire parce que j'avoue que j'ai pas retenu, c'est 8, ils sont en 8. Moi je serais en fait par exemple chaud à essayer d'échanger par exemple le pick avec eux, du coup de descendre de 2, qui en soi nous permet, enfin en soi ça t'handicape pas trop, et en plus tu peux potentiellement récupérer, en fait eux tu peux leur envoyer des choses qui peuvent les intéresser, et nous on peut récupérer aussi des joueurs, notamment un que j'ai évoqué un peu plus tôt,
qui n'a plus forcément sa place en fait dans l'effectif. Et en sachant que nous, sur les postes 3-4, on va dire que ça reste quand même assez ouvert. On a encore, faut pas oublier qu'on a encore du Josh Minott et du Zaire Williams qui sont encore sous contrat, que Michael Porter Jr. va-t-il rester, va-t-il ne pas rester, Noah Clowney, est-ce qu'on croit encore au projet, etc. Ça c'est à discuter. Mais en tout cas, moi par exemple, je serais plutôt d'avis en fait à soit rester en 6 et potentiellement drafter, par exemple le drafter, je disais si on draft au talent, potentiellement un Brown Jr. ou un Wagler qui me plaisent plutôt pas mal. Ou sinon, si on veut vraiment Rich, du coup, ce serait sur le poste, du coup, en pick 6, ce serait un Ament ou un Pitt. Mais c'est pour ça que moi, en fait, vu que j'ai plutôt envie de prendre un profil intérieur, pourquoi pas en fait descendre de 2 places. Envoyer potentiellement, je pensais par exemple récupérer Buddy Hield et Zachary Rizaché. Faudrait, je pense, envoyer quelqu'un d'autre parce que moi dans mon esprit ce serait par exemple d'envoyer un mec comme Michael Porter Jr. du coup qui est en contract hier, en sachant que ça peut être un mec qui peut t'apporter, en fait, en tout cas tu peux le cacher dans l'effectif des Hawks vu que t'as quand même de bons défenseurs, donc ça peut être quelqu'un qui peut, on va dire, s'intégrer dans ce collectif, je pense. Après, je sais pas si ça intéresse ou pas Atlanta, ou sinon justement potentiellement se dire en fait on leur envoie je sais pas, un Zaire Williams avec comme tu le disais quelqu'un, un autre mec que tu pourrais leur envoyer comme un Ben Saraf, un Terrence Mann, enfin en tout cas leur envoyer en leur envoyant, on va dire, un petit package de joueurs et récupérer à côté justement un Zachary Zaché qui n'est plus de trop dans les plans, récupérer potentiellement un Buddy Hield qui pourrait justement quand on parlait, parce qu'on parlait lors du dernier podcast de ramener de l'expérience un petit peu dans ce groupe, même si c'est plus le Buddy Hield qu'on a pu connaître il y a quelques années. En termes d'expérience, je pense que ça peut t'apporter beaucoup. Donc moi je serais plutôt de cet avis-là en fait, c'est-à-dire de pas monter parce que je pense que tu peux trop lâcher et je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Par contre, pourquoi pas descendre d'un ou deux postes en sachant que vu la multitude de meneurs, de guards qu'il y a à ce niveau-là. Si certains partent, et que tes parents ne pas trop tentés par le profil de Flemings par exemple ou de Brown Jr., s'ils sont encore disponibles, et pourquoi pas justement partir sur un Ment qui serait pas déconnant 8 quoi, ou un Pitt comme je disais qu'on n'a pas beaucoup cité, mais si certains par exemple sont intéressés par le profil, n'hésitez pas d'ailleurs à en parler en commentaire, mais moi je sais que je serais plutôt là-dessus. En fait, de me dire qu'il faut, dans tous les cas, il va falloir du mouvement entre la draft et la free agency, parce que sinon, très rapidement, en fait, on va se retrouver avec 4-5 guards, 3-4 mecs qui peuvent jouer entre les postes 3 et 4, mais par contre 2 pivots, quoi. Donc en fait, c'est pour ça il va falloir trouver des solutions, et pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de drafter au talent, drafter notre pick 6. Si par contre, il y a des opportunités, et qu'Atlanta... après, j'ai parlé d'Atlanta, mais ça peut être aussi, je sais pas, par exemple, les Bucks qui vont potentiellement redémarrer une reconstruction. En tout cas, ça a l'air d'être quand même bien dans les plans. Pourquoi pas essayer de voir avec eux, essayer de récupérer quelque chose qui pourrait nous intéresser. Après, je pense que les Kings, eux, même de monter d'un, ça les intéressera pas. Et puis ensuite, derrière, je pense que c'est un petit peu... je pense pas que ce soit vraiment intéressant pour nous. Donc pour moi, ce serait peut-être avec les Hawks et les Bucks, si on veut descendre un petit peu. Mais par contre, pour monter... moi, contrairement à toi, je pense pas du tout que Utah, en sachant qu'ils ont... Utah est là une des, je crois, est la seule franchise avec je sais plus laquelle qui n'ont jamais drafté en 1. J'ai vu ça passer hier. Donc, pour une fois qu'ils sont en 2, que t'es avec une QV où là, le top 3, ça peut être des franchise players, c'est quasiment écrit, quoi, en gros. En tout cas, on leur souhaite. Je pense pas qu'ils voudront descendre à la draft. Je pense qu'ils voudront aller drafter, comme tu disais, potentiellement un Peterson ou même potentiellement un Boozer, tu vois, pour avoir un front de court de salopard. Donc c'est pas mon problème de toute façon. Mais je pense pas que dans tous les cas, le top 4, je pense pas que le top 5 va bouger. Donc faudrait peut-être essayer de voir pour redescendre peut-être d'un ou deux. Mais ça me semble... On espérait aussi beaucoup l'année dernière, quand on a vu qu'on était en 8, se dire on a plein de pics, pourquoi pas essayer de monter, etc. Et on a vu que ça ne s'était pas fait, surtout parce que c'était compliqué. Les équipes au-dessus, forcément demandaient beaucoup pour pouvoir monter même de 2 places. Donc d'une manière un peu réaliste, je dirais il faut qu'on reste en 6
Et moi, du coup, comme je l'ai dit, moi, je drafterais Wegler qui me plaît beaucoup dans le profil. Keaton Wegler, voilà. J'avais plus son prénom, excusez-moi. Mais voilà, c'est le mec que je drafterais parce que ça reste quand même, parce que ça permettrait en plus de mettre en concurrence Nolan et Igor ensemble, de voir quel est le meilleur duo qu'on pourrait avoir et puis potentiellement se débarrasser de notre pick 26 de l'année dernière. Darius Aguirre, moi j'aime beaucoup. Après, bon, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, dans l'hypothèse de monter, c'est très peu probable, on va pas se mentir. Pour moi, le Jazz, c'est la franchise qui a le plus d'assets. Donc vous pouvez vraiment plus négocier avec elle que par exemple avec Memphis. Memphis, clairement, top 3 c'est assuré et tant mieux pour eux. Mais voilà, c'est draftant en 6, après c'est pas mal aussi. Hein. Comme on l'a dit, il y a beaucoup de talent, donc voilà, faut voir. Monter c'est peut-être un peu dur. Descendre, honnêtement, je vois pas forcément l'intérêt. En fait, mais c'est dans le sens où plutôt si tu te dis que je suis d'accord avec toi. En fait, pour moi, l'intérêt est vraiment plus de rester à notre place 6 et de pas sacrifier des assets bêtement pour monter. Juste dire, on monte je sais pas, de 6 à 4 ou même monter en 2. Mais si c'est derrière, en fait, tu hypothèques encore une partie de ton avenir et de ce que tu avais déjà mis en place, je suis pas forcément fan. Et comme tu disais, c'est si tu descends, mais que tu descends juste pour, faire un cadeau un peu à une autre équipe, je vois pas trop l'intérêt non plus. Donc, mais voilà, moi en tout cas, ce serait plutôt Atlanta s'il y a à regarder vers le bas, parce que c'est l'équipe qui peut te proposer des trucs et que on peut avoir des choses intéressantes à leur proposer. Mais en tout cas, tu as à peu près la même vision qu'une bonne partie des gens, en tout cas, qui ont répondu au sondage. Et aussi, Jam est aussi à peu près d'accord avec toi. Lui, il voudrait récupérer Darius, avoir un backcourt du coup de Darius Igor avec Nolan en sortie de banc. Ce serait pour lui, c'est lui en tout cas sa volonté, enfin en tout cas sa volonté, quitte à être en 6 quoi. J'aurais tendance à le rejoindre. Parce que en termes de barcode, ça défend pas forcément hyper bien, mais offensivement, ça peut créer pas mal de problèmes. Et surtout qu'en plus, moi, on l'a bien vu aussi que Nolan pouvait aussi jouer off-ball, même s'il est quand même meilleur avec le ballon dans les mains. Mais du coup, en fait, tu peux très bien, les deux peuvent aussi très bien combiner et en fait te permettre, si tu vois que ton back court Akuf Demin, c'est trop friable défensivement. Tu peux toujours rajouter un Nolan qui aura peut-être en plus un prix un peu plus de masse là cet été. En tout cas, je croise les doigts parce qu'il va en avoir vraiment besoin. Mais en tout cas, ça peut être. Enfin voilà, il y aura des possibilités. Ils pourront peut-être que Jordi tentera même un truc avec un Darius, 2 Nolan, 3 Igor. De toute façon, on sera en saison de reconstruction, donc ce sera l'occasion de tester, même si j'y crois pas trop vu la taille et les profils des mecs. Mais voilà. Mais en tout cas, moi, je serais pas déçu. À partir du moment où on sait qu'on est en 6, c'est tant qu'on nous refait pas un coup comme on l'a fait l'année dernière, parce que je voyais des gens déjà mentionner un petit peu, comment il s'appelle, Karim Lopez. Je disais, bon là, faut pas déconner non plus, même si j'aime beaucoup le profil, mais on n'est pas en 13 quoi. Donc, autant drafter un mec au talent et voir ce que ça va donner. Donc dites-nous vous ce que vous en pensez justement dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous feriez vous à notre place. Bon, je vais pas vous demander ce que vous pensez là des résultats de la loterie, parce que je pense qu'on est tous bien dégoûtés. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous dire quel profil vous a le plus marqué, on va dire dans les places hors top 4, voilà, hors Wilson, Peterson, Dibansa et j'ai oublié Boozer, voilà, j'ai Boozer que j'avais oublié. Et dites-nous quel joueur vous souhaiteriez voir être drafté. Est-ce que potentiellement de monter à la draft, ce serait intéressant avec à la place du Jazz, mais vous voyez, vu comment parlaient les gens Jazz France sur Twitter, je suis pas sûr qu'ils veulent lâcher leur pick 2, ce que je peux comprendre, et descendre, je pense pas que les gens seront forcément chauds non plus, donc n'hésitez pas à me dire quel profil vous voulez voir en commentaire. Nous, on se retrouvera sûrement après la draft,
pour essayer de refaire un petit point, voir qui on a drafté, parce qu'il y a aussi, on va aussi drafter en 33 et 43, même si c'est un peu moins important, mais on sait jamais, comme ça on pourra aussi décrypter les profils qu'on a pu drafter, voir si entre-temps il y a eu du mouvement, parce qu'on sait il peut y avoir des transferts aussi lors de la draft, donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Merci encore William d'avoir participé, on remercie aussi Nabil qui est passé, mais qui a dû partir un petit peu plus tôt, donc merci encore William d'avoir participé. Un plaisir, toujours. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Et puis écoutez, on se retrouve du coup d'ici le 25 juin. Le 24 juin c'est la draft, c'est ça. Donc on se retrouve le 26 parce qu'il y a le 25, il y a le deuxième tour. Donc on se retrouve entre le 26 et le 27 pour décrypter un petit peu tout ça. Le 24 juin premier tour, le 25 juin deuxième tour. C'est dans la nuit, donc ça sera dans la nuit du 24 au 25 et du 25 au 26. Ok, et donc probablement on se retrouvera le 26 juin du coup en soirée avec une nouvelle petite vidéo. En tout cas, je te remercie. Merci encore à Nabil. J'embrasse aussi Rémi et Jam en espérant que ça va un petit peu mieux ce matin. Puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Salut.